Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi vous vous posez ces questions parfois? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, Mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener dans l'univers fantastique de l'art optique. À l'origine de ses œuvres hypnotiques, Alex Paris. Alex est à la fois graphiste et artiste plasticien. Sa double casquette a alimenté petit à petit son univers et enrichi sa technique. Un soir de semaine, je me rends au sein des ateliers d'artistes Les Docks pour rencontrer Alex. Arrivé devant une grande porte lourde et grinçante, Alex m'ouvre quelques minutes après, tout sourire et curieux de ce qui va suivre. Les cheveux blonds, les yeux clairs, Alex Paris me fait traverser les couloirs de l'atelier, montant les marches deux par deux. Il me présente aux artistes présents et m'aide à installer une table de bois. C'est l'heure d'appuyer sur play. Alex dessine depuis tout petit. Au fil du temps, son coup de crayon évolue et vogue vers différents horizons. Passionné d'univers punk, Alex Paris joue entre formes organiques et rigueur géométrique. Il s'amuse de faire danser vos yeux, vos perceptions, pour vous plonger dans un univers sans fond. Avec Alex, nous avons parlé de son histoire, de sa technique et de ses références. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec cette entrée en matière pour vous laisser envoûter par l'art et la manière d'Alex Paris. Eh bien, bienvenue sur Studio Visite. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors oui, bien sûr, je m'appelle Alex Paris. Je suis à la base graphiste, illustrateur. Et puis depuis quelques années, je me suis mis à la peinture et à faire des installations plutôt, on pourrait considérer ça comme plasticien. Ouais. J'ai commencé à être créatif, je veux dire, parce que j'ai fait pas mal de choses depuis tout petit. Je dessine parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est dessinateur. Ok. Et qui fait des dessins, parce qu'il est à la retraite, qui faisait du dessin de presse, du dessin humoristique comme on dit. Ok. Et voilà, et puis donc on a toujours dessiné ensemble avec mon frère qui est aussi un graphiste illustrateur, Julien Paris. Ok. Et comme je disais, on a toujours dessiné. En plus de ça, des fois notre père nous faisait faire des exercices. C'est vrai, pour c'était nous pas les amuser. dictées du dimanche, Non. c'était... Il y a eu des dictées aussi, beaucoup de dictées, parce que moi j'ai eu aussi des soucis, étant plus jeune, de dyslexie assez sévère. Donc j'ai fait pas mal de dictées. Mais c'était plus sympa les Ouais. exercices de dessin, Voilà, j'imagine. exactement. Ok. Et donc ce qu'on faisait, c'est couper la feuille en plusieurs cases, il notait des mots, et puis nous on dessinait ces mots-là, quoi. Voiture, hélicoptère, Trop bien. tortue, tout ça. Ok. Et puis en plus de ça, dans notre chambre, il avait aussi la super idée de faire, c'était assez drôle ça, de la rétroprojection sur les murs. Ok. Et donc il décalquait des personnages de bande dessinée sur Ok. les murs en format Ok, donc, taille humaine, quoi. donc chez toi, on avait le droit de dessiner sur les murs, quoi. Ouais. Tu sais que tu vas rendre jaloux tous les enfants du monde Bah ouais, qui vont c'était- t'écouter. Ouais, c'était assez drôle en Ah, fait. c'est génial. Parce que bon, après,
il s'occupait aussi du coloriage. Bon, des fois, on faisait du coloriage, mais comme on était tout petit, c'était vraiment du gribouillage, quoi. Donc, ça servait à rien. Enfin, bon, c'était pas très beau, donc il s'occupait de faire aussi le coloriage des couleurs à l'intérieur, quoi. Mais donc, on a vécu avec un gros Lucky Luke à droite, Astérix et Obélix à gauche, des Tintins, tout ça partout. Ouais. Enfin, là, c'était assez drôle, quoi. Et donc, voilà, depuis tout petit, on dessine. Et puis finalement, en fait, moi, j'étais pas très bon à l'école, donc tout ce qui était école d'art, école supérieure, toutes ces écoles-là, c'était pas pour moi, parce qu'il fallait avoir des bonnes notes. Donc, mes parents ont eu la riche idée de me mettre dans une école CAP et Bac Pro en communication graphique pour commencer vraiment à travailler le plus tôt possible, quoi. Oui, donc quelque chose quand même lié à la créativité, Ah ouais, bien sûr, mais appliqué à une matière pratique, quoi. Ouais, exactement. Donc, je suis allé dans une petite école qui s'appelle l'Initiative, qui est située dans le 19e à côté de Jaurès, métro Jaurès. Et donc, j'ai fait un CAP et un Bac Pro. Donc, j'ai appris toute la chaîne graphique pour devenir graphiste, soit en agence, soit en freelance, tout ça, quoi. Et à partir de là, j'ai difficilement trouvé du travail directement, parce que entre l'école et les agences, en fait, il y a vraiment un gros cap de façon de travailler. Donc j'ai réussi à trouver un stage, quand même, en alternance, dans une boîte de production qui était spécialisée dans les pochettes de CD. Ok, et de DVD. Ah, pas mal. Donc j'ai fait beaucoup de pochettes de CD et de DVD pour tout artiste différent, et même principalement des compilations. Ah oui. Mais vraiment les compilations très très grand public, quoi. Donc, Là, tu me donnes un petit coup de vieux, je t'avoue. Tout le monde le connaît, le Energy Music Only, Ouais, tu vois. Énergie, musique only, on a la ref. Tu vois. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça m'a appris à vraiment travailler ma créativité, parce que même si ça paraissait très lambda, assez basique, ouais, au final, en fait, il y avait quand même la contrainte de toujours renouveler les covers de ces CD-là, qui étaient finalement les mêmes sujets, quoi. Ouais. Et donc, il y avait un travail, un acharnement de la part des clients à vouloir toujours quelque chose de nouveau, d'innovant. Donc, on faisait pour un projet de compilation, au moins des dizaines de propositions différentes, quoi, tu vois. Donc, ça m'a appris aussi à avoir une certaine rigueur dans mon travail, quoi. Et en parallèle, je continue à dessiner. Toujours dessiner. Donc, par rapport au dessin, c'était par rapport à la BD, principalement, à cette époque-là, où j'avais mes références, c'était plutôt de la BD alternative, underground, on va dire, avec plutôt de l'illustration en rapport avec la contre-culture, rock'n'roll, tout cet univers-là. Est-ce que tu te souviens justement un peu de ton premier coup de cœur artistique, le truc que tu as regardé et tu t'es dit waouh, ok, ça c'est vraiment cool? Ouais, j'en ai eu plusieurs. J'en ai Vas-y, eu dis-moi. beaucoup. Ok. En fonction de mes périodes, si je peux me permettre de les considérer comme des périodes, parce que c'est plutôt des grands artistes dont on parle de périodes. Mais quand j'étais tout petit, j'ai eu un gros coup de cœur, mais plus que ça a été un choc, parce que j'avais dans la bibliothèque parentale un ouvrage sur un artiste qui a créé l'un des monstres cinématographiques les plus horribles que le cinéma existait, qui s'appelle Hans Ruedi Giger, qui a créé Alien, en fait. Et j'ai regardé ça, je devais avoir 8 ans, c'est en format A3, donc qui était presque aussi grand que moi, vraiment j'exagère, avec des travaux hyper forts, que ce soit au niveau du fond comme de la forme, et ça c'est des choses qui m'ont marqué vraiment, même encore aujourd'hui, j'adore. Après, il y a eu plein d'autres artistes. Quand je faisais justement des illustrations plus figuratives, donc type BD, dans cet esprit-là, il y avait
il y avait Charles Burns, Mhm. en fait, qui est un illustrateur américain. Chez les Français, tu avais Stéphane Blanquet, qui, euh, qui est pareil, une espèce d'univers très noir, qui aborde des sujets bah, toujours sur des thèmes très, comment dire, euh, très très pas facile à Un peu trash. un peu trash, ouais, Mm. voilà, tu vois, ça tourne autour du sexe, tout ça, là, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis petit à petit, par rapport à ce que je fais actuellement, qui se rapproche plus justement de l'art abstrait euh, et de l'art moderne, quoi, bah, j'ai eu ma grosse référence qui était en art optique, que je fais depuis 7-8 ans maintenant. Mm. C'était bien sûr t'as Vasarely, mais après t'as d'autres artistes un peu de la même génération comme Rouleau Le Parc, Bridget Riley, et même plus actuel, qui est un peu l'enfant de toute cette de tout ce mouvement qui s'appelle Philippe de Crozat, Mm. qui fait un travail sur l'art optique très minimal, enfin c'est un renouveau quoi de toute cette époque que j'adore. Oui, parce que dans l'art optique, il y a une question un peu d'accumulation aussi parfois. Et là, lui, il Ouais. revoit un peu ça. Ouais, d'accumulation, je sais pas si c'est le mot. Mhm. Euh, Après, ouais, bien sûr, parce que c'est vraiment dans les années 60, 70, c'était assez chargé visuellement, C'est ça que mais, je veux dire. mais ça restait quand même très construit. Oui, c'est vrai. Avec le, Oui, quand je parle d'accumulation, pour moi, il y a quelque chose de déconstruit quelque Ouais, ok. part où on accumule sans savoir jusqu'à où ça peut nous amener. Oui, c'est vrai que c'est très construit, t'as raison. Mais oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Ok. Et aujourd'hui, si tu devais décrire ton art à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, Ouais. comment tu pourrais le décrire? Ou quelqu'un qui, par exemple, ne voit pas? Oula. Bah écoute, comment le décrire? Là, actuellement, justement, je suis parti sur une série où je continue à faire un travail sur l'op art, l'optical art, comme on dit. Ouais. Et en fait, depuis un an, j'aborde un autre univers qui est beaucoup plus organique. Mhm. Et là, ce que je fais actuellement, c'est que j'oppose ces deux univers-là, quoi. Côté art optique, en fait, qui est très calculé, très mathématique, au millimètre près, il faut que ce soit carré pour que ça fonctionne. Et en fait, je me suis mis à... En fait, j'ai fait ça pendant vraiment 6-7 ans. J'ai complètement lâché le côté illustration à main levée, où je me suis vraiment concentré là-dessus. Et pendant le confinement, vraiment le premier confinement de l'année dernière, bah, je ne pouvais pas avoir accès à mon atelier pour continuer à travailler là-dessus. Je me suis dit, bah, je vais me remettre au dessin. Je vais me remettre au dessin. Et j'ai trouvé des formes en reprenant ce principe de noir et blanc que l'on retrouve souvent dans l'art optique pour pouvoir avoir ces effets de perception visuelle qui font mal aux yeux. J'ai repris ces trames-là, noires et blanches, et je les ai retravaillées à main levée, de façon ondulée, organique, fractale. Et ça a donné quelque chose d'assez nouveau, enfin pour moi, où on a vraiment cette sensation en fait, de rentrer dans le visuel comme les visuels fractaux, Ouais. je sais pas comment on dit, qui nous envahit en fait. Ouais, ça nous happe. Ça nous happe. Il y a un truc comme ça. À l'inverse, justement, du côté optique, très froid, qui très géométrique, nous repousse, quelque part. Et de ce que j'ai réussi à faire, enfin, je pense, c'est d'avoir justement une espèce de balance entre ces deux sensations, parce que c'est sensoriel au final, même si visuel et sensoriel, qui donne au spectateur, à la personne qui le voit, une sensation assez étrange de ne pas savoir où se placer
par rapport au visuel. C'est-à-dire, ça m'attire, mais en même temps, ça me repousse en fonction justement de ces deux motifs qui s'opposent comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et là, c'est ce que je suis en train de développer. J'essaie d'aller plus loin. J'ai d'autres idées. Je suis très sur le noir et blanc. En fait, depuis très très longtemps, je suis sur le noir et blanc. Et là, depuis quelques temps, je commence à réfléchir à la couleur et à me mettre à faire la couleur bientôt. Il y a quelques œuvres où quand même tu utilises un peu de couleur en fond, où tu joues voilà, un peu. ouais. C'est assez léger encore. Pour l'instant. C'est là où moi j'ai envie de pousser la chose plus loin. Et par rapport à justement ma dernière expo que j'ai intitulée À nos yeux sensibles, on pouvait voir justement des aplats de couleurs derrière mes tableaux. Exact. Et en fait, ça signifie que pour moi, c'est la prochaine étape en fait. Là, ils sont derrière les tableaux et bientôt ils seront peut-être devant. sur les tableaux. Ouais. C'est sûr même. C'est Petit l'idée, en fait. teasing. Ouais, voilà. Ouais. Trop bien, donc on va voir une évolution aussi. Donc en effet, si on décrit un peu ton travail, tu as un travail d'art optique, cinétique. Principalement, donc c'est des formes géométriques, noires et blanches, qui donnent un peu cet effet d'optique. On a envie d'avancer, reculer, on regarde, ça nous interpelle, on se perd un peu dans les formes. Aussi, on reconnaît des formes, je trouve, parfois. Oui, tout à fait. On reconstruit, je pense, l'œil reconstruit des formes, pardon, ouais. Et en fait, de quelque chose de très abstrait, parfois, on arrive à des choses figuratives. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'art optique et qui est assez fascinant. Ouais, totalement. Dans l'art optique, on peut avoir ces effets-là. Après, moi, c'est ce que mon œil a fait. C'est strictement personnel. Par rapport à ce que tu as vu sur mon travail ou en art optique en général? Non, ce que j'ai vu un peu sur ton travail. Ouais. C'est ça. En fait, il y a un truc qui est assez étrange, c'est que les gens ont automatiquement, inconsciemment, besoin de retrouver du figuratif. Oui. En fait. Moi, c'est tout de suite ce que ça m'a fait. Ouais. C'est fou, hein. C'est assez bizarre et c'est assez intéressant, parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Au final, quelque part, je me laisse aller. Il y a ça aussi qui est intéressant par rapport à ce que je travaille actuellement, c'est ce côté justement donc très noir et blanc, pas très noir et blanc, mais ce côté géométrique où il y a un calcul mathématique. Il faut vraiment avoir un compas dans l'œil et tout. Et donc pas du tout de lâcher prise. Donc c'est vraiment tout est sous contrôle. Et cette opposition que j'applique, qui est plutôt ondulation, fractale, tout ça, alors là c'est totalement free. Donc j'oppose aussi ma façon de travailler. Et c'est ça qui me plaît, c'est justement d'avoir les deux qui s'accompagnent en fait. Ouais. Et ce lâcher prise en fait, il se crée, mais de façon... je mens un peu, je crée un peu de la forme générale. Je sais la composition que va prendre cette partie-là. Oui, tu l'as travaillé un peu quand même. Voilà, mais tout ce qui rentre à l'intérieur, le côté ondulé, organique, qui tourbillonne avec des amas de noir un peu bizarres, ça vient vraiment tout seul, quoi. C'est vraiment instinctif, en fait. Et ce côté instinctif, en fait, il est super plaisant parce que c'est quelque chose qui se fait sur le présent. Et le fait de le faire sur le présent, ça permet de penser qu'il y a ça. Et c'est hyper reposant, en fait. C'est hyper... oui, ça te permet d'ancrer dans le moment de la création. Ouais, voilà. Et puis ça permet aussi, moi, personnellement, ça me détend, quoi. Ouais. Il y a aussi un truc assez personnel que vous pourriez considérer comme un peu égoïste. Mais je pense que ça traverse tout ça. Les gens, ils le voient et ça leur plaît aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je me dis. Je comprends. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer comment tu commences une toile ou un projet? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a quand même différentes étapes. Déjà, parce qu'il y a comme tu nous expliquais qu'il y avait une démarche mathématique, en tout cas pour une partie de tes œuvres liées à l'art optique. Et après, j'imagine qu'il y a une démarche de couleurs, enfin même si c'est du noir et blanc, mais de remplissage en tout cas. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer? Là, on est à étape 0. Ouais. Tu t'y mets, tu recommences quelque chose de nouveau. Je veux bien savoir par quelles étapes tu passes. Alors, il y a deux façons de procéder. C'est en fonction du projet. Si c'est par exemple une commande, une demande, j'aborderai pas le projet de la même façon.
Ok. Je suis obligé de prendre en compte et de considérer d'autres facteurs. Ok. Alors, Et en quelle fait, démarche est la plus authentique, enfin, laquelle tu... celle où, par exemple, je travaillerai pour moi, quoi. Ouais, alors vas-y, tu peux Celle-ci, peut-être commencer par cette démarche-là. Celle-ci, en fait, c'est assez naturel, en fait. C'est marrant parce qu'il y a un article d'un réalisateur, de David Lynch, que j'ai lu un jour et qui m'a vraiment parlé. Parce que sa façon, justement, de trouver des idées, c'est exactement la même. Mais bon, ça doit pas être que moi ou lui, quoi. Il y a d'autres gens qui doivent... En fait, il disait, oui, chercher des idées, c'est un peu comme aller à la pêche. Ok. C'est-à-dire que dès que tu en trouves une, faut pas la lâcher. Et il faut tirer, comme un poisson, il faut la sortir de l'eau, l'attraper et la travailler. Et c'est exactement le même principe, en fait. Moi, il m'arrive d'avoir des idées à n'importe quel moment de la journée, même la nuit. D'accord. Ça m'arrive de la nuit d'être dans mes pensées et d'un coup, il se passe un truc. Donc je remonte pour le gribouiller sur un bout de papier. Ok. Ça suffit, en fait, pour retenir le truc. Et après, savoir de quoi je parlais, quoi. Ok. Et c'est la même chose, en fait. C'est un peu instantané. Dès que tu vois un élément qui te parle, ça peut être n'importe quoi dans la rue, même à la télé, même sur Internet, des choses comme ça, même en rêvant, tu vois. Et voilà. Et puis c'est vrai que il y a un truc aussi qui moi me pousse à créer, c'est d'avoir un but. Ok. C'est-à-dire créer pour créer gratuitement. C'est un truc que j'ai fait pendant très longtemps et je me rends compte que j'ai plus vraiment cette essence-là de créer comme ça. J'ai besoin d'avoir un objectif, de me dire tiens, ça c'est pour une expo, ça c'est pour présenter, ou même ça peut être des trucs même pour moi personnellement, mais pour le montrer. Après je dis sur Instagram, enfin voilà, il faut que j'ai un petit objectif. Ouais, voilà. Ok. Et voilà, tout simplement. Donc après, tu as cette idée-là que tu as pêchée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais après de cette idée? Là, pour l'instant, c'est un poisson qui gigote, si je reprends la métaphore. Ouais. Ça gigote dans tous les sens. Et après, qu'est-ce que t'en fais? En fait, l'idée, bizarrement, elle est déjà là, quoi. Ok. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, tout simplement. Après, tu as toute la partie processus, production, acheter la toile, les pinceaux. Et à ce moment-là, en fait, pendant la production, il peut arriver qu'il y ait des changements, en fait. Ok. L'idée évolue pendant la production, en gros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me rends compte que ce que j'avais pensé, ce que j'avais rêvé, ce que j'avais réfléchi, et concrètement, ça ne fonctionne pas totalement. Ok, donc il y a des modifs à faire. Donc il y a des modifications, et c'est là où j'en reviens un peu à mon background de graphiste, tu vois, qui m'a beaucoup aidé dans toute ma démarche artistique. C'est que, en fait, tu as cette espèce de recul et voir si ça fonctionne ou pas. Donc revenir en arrière, revenir en avant pour trouver la justesse du visuel et des trucs comme ça, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir justement eu ce background, toute cette expérience de création graphique. Ouais, parce que ça t'a donné une méthodologie. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, t'es devant tu peins sur quoi comme toile, par exemple? C'est des toiles de quoi? Je suis pas un très grand technicien, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas le mot, mais je prends des toiles en coton. Ouais, voilà, classique. Et donc, du coup, tes formes géométriques, tu les dessines d'abord au crayon? Oui, voilà, totalement. Alors, ça m'est arrivé d'utiliser le numérique pour avoir une simulation de ce que ça allait rendre. Ok, intéressant. Et en fait, petit à petit, à force de travailler justement leur optique, il y a des techniques qui reviennent, en fait, qui font qu'on n'a plus forcément besoin tout le temps de passer par le numérique. Ok. Donc tu sais d'avance
ce que va rendre l'effet d'optique. D'accord. Voilà. Ok. Et justement, ça c'est pour la partie optique, comme je disais, mais la partie justement plus organique, fractale, là, il n'y a pas d'avant en fait. Ouais. C'est quelque chose qui est instantané, qui est sur le moment, que je travaille directement au crayon et après à l'acrylique. Ok. En fait. D'accord. Voilà. Et pour la partie un peu géométrique, ces techniques-là optiques, tu les as appris comment ça consiste en quoi globalement? C'est de la recherche, pas mal de recherche, Ok. et pas mal d'influence aussi d'artistes de ce milieu-là. Ok. Euh, Donc tu vas voir par exemple qu'ils orientent une diagonale dans ce sens et Ouais, par voilà, exemple. ouais. Si on rentre dans le détail, ça peut être ça. Il y a des choses qui te plaisent, moi, Ok. plus que d'autres. Donc tu vas t'en inspirer et puis tu te rends compte que qu'en l'appliquant, en le faisant, et ben ça change Mhm. parce que tu T'y mets ta touche. Ouais, Mhm. et ça se fait assez naturellement en fait. Il n'y a pas de je vais reprendre la même chose et je vais la changer un peu. Il y a un truc qui j'ai son idée que j'aime bien et en le faisant, ça donne autre chose en fait. Et Ok, trop bien. c'est un peu souvent ça que la création elle vient. Je pense que chez les artistes, on se fait tous influencer par Oui. notre quotidien et puis par notre entourage, tout notre univers en fait, on Mhm. est fait d'influence, notre création est faite d'influence. Et puis de Donc, votre histoire. Ouais. Et de notre histoire aussi, Ouais. qui est une influence. Ouais, exact. Notre contexte fait ce qu'on est en fait. Ok. Donc Ok, ça tu construis ça au crayon et après tu passes sur une partie. voilà, je passe pour la partie plutôt optique, donc c'est des rayures noires et blanches, Ouais. crayon à la règle, on trace. C'est la partie la plus chiante, c'est la partie qui est très robotique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, J'imagine. Et puis si ça peut couler, baver, moi je m'imagine Ouais, que. bien sûr, mais en fait, alors ce qui se passe, c'est Ouais. que j'utilise aussi d'autres outils, Oui. comme le scotch, tout simplement. Le Ouais, scotch voilà, de pour peintre. pas que ça bave et Voilà, et puis au rouleau, principalement, tout. Ok. pour pas que. Parce que. Pour que ça soit net, Pour parce que que ça faut soit que net, ça soit vraiment parce net. qu'au pinceau, en fait, c'est là où. Techniquement, c'est ça qui fait que ça bave, en fait, c'est que ton pinceau. Les poids du pinceau passent sous le scotch. Alors que. Ouais. Ouh là là, ça c'est pas cool. Et ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Pour ma dernière expo, c'est ce qui s'est passé en fait. Il y avait des petites bavures, mais vraiment toutes petites, même d'1 millimètre. Et moi, ça me Tu peux pas. crispait. Ouais, c'était. Je crois qu'on les a pas vus. Non, je pense. Tout le monde me l'a dit, mais moi je le vois, donc ça fonctionne pas. Enfin, pour Et moi. dans ce cas-là, tu refais? Non, tu Non, masques après, un peu. j'utilise le cutter. Ouais, Et t'enlèves. en fait, j'enlève point par point Ouais. tous les détails. C'est tout un ça. travail chirurgical, quoi. Voilà. Et puis après, il y a justement cette partie beaucoup plus fractale, ondulée, où là, c'est détente. Ouais, là c'est le meilleur. Tu vois Tu gardes le meilleur pour la fin ou pas? Eh ben non. Et non, Ouais, c'est tu drôle. commences par le plus simple. Exactement. Il y a un truc comme ça où. C'est pour te mettre en jambe. En fait, c'est la partie ondulée fractale qui va construire la partie optique. D'accord. Parce que il y a quelque chose donc très qui part dans tous les sens. On sait pas où ça va. Enfin moi quand je le crée, je sais pas quelle forme ça va prendre. Alors que si je commence par le côté optique, va falloir que je délimite déjà falloir que je délimite déjà l'endroit où je rêve mon fractal. Et ça c'est pas possible en fait. Je suis obligé de partir, de partir par l'inconnu pour arriver au Vers le connu connu. en fait. Ok, Ouais. très bien. Et tu travailles quand même pas mal en série, non? J'ai l'impression qu'il y a. Est-ce que ces séries, ça a un sens ou tu les construis les unes par rapport aux autres ou pas du tout? Au contraire, Oui. Comment ça se passe? Ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais. En fait, en série, je pense déjà au nombre d'œuvres qui vont être faites avant, pour qu'il y ait une continuité. Par exemple, ce que j'ai fait pour encore une fois mon exposition. Là, je fais toute la promotion de mon expo qui est finie en fait. Mais c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Il y en aura d'autres. Donc cette série-là de petites illustrations de format 30-40, j'en ai fait 9. Ouais. 9, c'est un nombre impair. Un chiffre impair, pardon. Ok. Et ça, c'est très important pour moi. D'accord.
Je trouve que ça fonctionne mieux. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais et donc par exemple cette série-là, oui, j'ai fait une continuité logique qui se voit, qui est assez subtile, mais qu'on peut deviner Mm. entre les illustrations. Mais par exemple, tu les as toutes dessinées par exemple au crayon en amont pour faire une espèce d'harmonie ou ça s'est construit petit à petit? Petit à petit, Ok. j'en finis une. Ok. Et à après, tu partir de essayes la deuxième, ouais, d'assembler l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. J'assemble la deuxième, Mm. comme ça, ouais, tout simplement. Ok. Très bien. Voilà. J'aime bien savoir comment tu te nourris du coup au quotidien. Qu'est-ce que tu regardes? C'est beaucoup sur Internet. Hein. Ouais. Je vais aussi aux expos. Hein. Je fais pas mal Ouais. d'expos aussi. Il y a un outil qu'on appelle Instagram. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Qui Mais est c'est quand un même super outil quand très on très l'utilise intéressant. bien. Ouais. En tout cas pour les artistes, c'est une bibliothèque à idées. Ouais. Moi, ça m'arrive aussi de trouver justement des artistes qui débutent et qui ont très peu de followers ou des choses comme ça, mais que je suis parce que j'y vois quelque chose d'hyper intéressant dans leur travail. Comme des fois, il y a certains grands artistes à l'inverse que je trouve pas plus intéressants que ça. En tout cas pour mon travail à moi et mon univers, que je vais pas forcément suivre. Il y a l'outil aussi, le site internet Pinterest. Ça, c'est un truc de graphiste. C'est vrai que moi, je n'utilise pas du tout. C'est typiquement l'outil révolutionnaire du graphiste quand il a besoin de s'inspirer pour un projet et tout. On trouve vraiment de tout. Et il y a vraiment des trucs géniaux. Et en plus, c'est assez pointu. C'est assez pointu, c'est assez... C'est plus une niche, je dirais quand même. Hein. Ah, tu trouves ? Moi, je n'utilise pas du tout, mais peut-être que c'est personnel. Ah, mais c'est vraiment... pour des métiers qui sont dans le Voilà. visuel, Voilà. je parle. Mm. Oui, voilà, ouais. Et c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. T'es dans le visuel ? Non. Moi, je suis dans l'audio, mais pas visuel. Ouais, il doit y avoir des sites un peu comme Pinterest pour Voilà. tout ce qui est audio. Spotify, ça te dit un truc ? Ouais, tout à fait. Bah voilà, par exemple, tout bêtement. Et voilà. Ok, ouais, tu regardes un peu ce qui se fait et après, c'est des trucs qui... Peut-être une couleur va te parler ou alors une forme va te parler et après, toi, peut-être à un moment, même peut-être après plusieurs jours, semaines, parfois tu vas la digérer et en ressortir. Non, j'arrive pas le côté digestion comme ça, attendre, à savoir si je vais aller plus loin dans mon idée. C'est pas un truc. Je suis très sensitif, moi. Ok. Je suis assez. C'est spontané. C'est assez spontané, ouais. Et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur le moment de la production, qu'il y a une évolution qui va se faire. Mais l'idée de noter quelque chose et de dire j'attends. Ça, tu fais pas. Pour voir dans 2 semaines ce que ça donne ou pas, j'arrive pas à ce. Limite, je préfère oublier cette idée-là. Ah ouais ? J'ai un truc comme ça. C'est marrant. C'est assez étrange. C'est très sur le qui-vive, sur l'instinct. Ah tiens, faut que je fasse ça. Et d'ailleurs, par contre, j'ai énormément d'idées que j'ai notées. Je dois en avoir une 50aine d'installations, de peintures, des trucs comme ça, en fait, qui sont restés à l'état de fichiers sur mon ordinateur. Quoi. Et qu'à chaque fois, je me dis, tiens, je reprendrai le truc un peu plus tard. Mais c'est jamais encore arrivé. Voilà. Parce que t'en as trop pour l'instant, mais vaut mieux trop que pas assez. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais en plus, il y a des trucs hyper intéressants qu'il faut vraiment que j'exploite. Et là, pour l'instant, ouais. Il y a aussi une question de moyens, parce que j'ai pensé à des choses assez énormes. Ouais, qui j'imagine. font que là, c'est des budgets et tout. Conséquents. Voilà. Ouais, c'est ça. Je comprends. J'aime bien connaître un peu vos habitudes de travail. Par exemple, est-ce que tu travailles en musique, silence, comment ça se passe ? Alors, ouais, c'est assez... par rapport à la musique, c'est assez variable. Ok. Je vais écouter de la musique pendant 1 heure ou 2, et d'un coup, je vais arrêter. Il me faut du silence. Okay. Je vais être avec moi-même, être dans une ambiance sans son, sans rien. Avoir une espèce de zen attitude sur le moment, et d'un coup, allez hop, je vais remettre de la musique. J'écoute aussi pas mal les infos. J'aime bien France Culture, j'écoute France Culture. Un peu de radio. Ouais. Je comprends, ça berce. Les gens qui parlent,
et qui m'enrichissent aussi. Non, c'est assez drôle parce que justement, il y a des comment dire, il y a des moments dans la création d'une toile où tu dois être très concentré et d'autres où t'as pas besoin. Ok. Et donc le moment de concentration, j'ai besoin d'être sans son, qui est pas de son quoi, de musique. Et c'est pendant vraiment toute la partie création au crayon. Ouais. Où je dois réfléchir à savoir comment ça va partir dans cette direction, la composition, tout ça. Et après toute la partie justement remplissage au noir. Alors là comme c'est un travail de répétition, alors là je peux mettre de la musique. Là c'est hard rock quoi. Ouais, limite, ouais. Je peux mettre de la musique, boire un coup, être avec des potes. Là c'est limite. beaucoup plus Ouais, il y a ça aussi qui est beaucoup plus automatique. ouais voilà ouais. Ok. Ouais. Et donc pas forcément besoin de réflexion, donc bon quand même un peu, mais je peux avoir une perturbation Oui. à côté. Je comprends. Et tu travailles plutôt le matin? Est-ce qu'il y a des phases de création que tu fais à des moments précis de la journée parce que tu as l'esprit plus frais ou je sais le pas. matin, ouais. T'aimes bien travailler le matin? Ouais, le matin. Je dis pas que je suis un lève-tôt, genre à 6h du mat, pas à ce point-là. Mais quoi que je fasse, j'ai beaucoup plus beaucoup plus d'envie le matin. D'accord. Je travaille le matin jusqu'à midi. Après, je vais manger tranquillement. Et puis l'après-midi, ça se finit sur les coups de 5h, 6h. Ouais, je suis un peu comme ça, ouais. J'ai une espèce de... Après, ça dépend, hein, bien sûr, si j'ai des urgences. Oui, des expos, des trucs à expos, organiser. Ouais, ça peut aller jusqu'à pas d'heure, hein, en pleine nuit et tout, ça m'est déjà arrivé. Être charrette, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que parfois tu as eu envie de travailler avec d'autres artistes? Tu as fait des œuvres à quatre mains? Est-ce que c'est des choses... Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Faire des collaborations, bien sûr. Ouais, c'est quelque chose que C'est tu as envie de assez continuer. Ouais, ça peut m'arriver. Après, c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport à mon travail qui est très abstrait. Si par exemple je travaille avec quelqu'un qui fait plutôt du figuratif, il va y avoir un travail en amont beaucoup plus complexe que si je travaillais avec un autre artiste Il faut s'accorder. abstrait. Ouais. Parce que le figuratif est quelque chose... Si on veut avoir une part égale de prise comment dire, de prise de pas de position mais de vue quoi, de vue que nos deux univers soient complémentaires et projettent la même chose au même moment, et pas qu'un artiste bouffe plus le travail que l'autre. En fait c'est assez compliqué, et le figuratif peut avoir justement cette force quelque part justement d'être très parlante par rapport aux gens, par rapport à l'inverse de l'abstrait. Ouais. Et donc c'est déjà arrivé justement que moi je fasse plutôt un décor par rapport à son travail qui lui est figuratif, qui sera au centre de l'illustration. Ouais, je vois. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Après, moi j'ai pas cet ego forcément de faire des décors ou pas, quoi, mais c'est vrai que il y a un peu cette balance qu'il faut savoir jauger subtilement pour qu'il y ait ces deux forces, ces deux univers en fait qui se complètent et qui soient qui apportent en même temps, quoi. Je comprends. J'aime bien finir le podcast avec des petites questions rapides, un peu rigolotes. Je t'en prie. Voilà. Si tu pouvais dîner avec un artiste, il peut être mort ou vivant. Ouais. Mais tu dois en choisir qu'un. Il y a des contraintes. C'est dur, ouais, je sais. Ouais, comme ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas mal fait de choses différentes, donc ça peut être assez difficile. J'aimerais bien dîner avec justement l'artiste que j'ai cité au début, Hans-Friedrich Giger. C'est vraiment quelqu'un qui est décédé. T'avais le droit. Mais voilà, c'est un peu une grosse référence pour moi à la base, et qui a amené tout un tas d'artistes à faire cet univers-là
je considère un peu comme le précurseur du cyberpunk, par exemple, tu vois, qui a été beaucoup repris dans les mangas japonais et même d'autres artistes plus occidentaux, quoi. Mais ouais, il a vraiment son truc à lui qui m'a toujours fasciné, en fait. Et en plus, travaille à l'aérographe, qui est un travail pas simple. La technique de l'aérographe, c'est pas facile. Et c'est vraiment, moi je dis bravo. S'il nous entend. Voilà, c'est ça. Ok. Si tu pouvais acheter une œuvre d'art, t'as un budget Ouais. conséquent. Un budget conséquent? Ouais, t'as tout le budget que tu veux. Pas de limite. Pas forcément le budget qui va me donner l'envie d'acheter l'œuvre. Hein. Non, mais je veux dire, t'as pas de contrainte budgétaire. Ouais. T'achètes celle que Jeff tu veux. Koons, quoi, c'est ça que tu veux me faire dire Ouais, non, je pas rigole. forcément. Hein. On lui passe le bonjour malgré tout. Ouais, c'est ça. Non, en termes de tableau, ouais, j'ai un artiste que j'aime beaucoup dans le street art qui s'appelle Bomka. B-O-M, plus loin la lettre K. Ok. Et pareil, ça fait partie des illustrateurs street artistes. Bah, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que il y a un petit côté gigger dans son travail, tu vois. Ok. Et lui, ouais, j'ai jamais rencontré. Je pense qu'on croise les mêmes personnes, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment un artiste que j'aimerais bien avoir chez moi. Trop bien. Voilà. J'irai voir. Super. Ce que t'aimes le plus dans ton métier d'artiste? Bah, c'est toute la comptabilité, le côté administratif. J'étais sûre que tu me répondrais ça. Non, ouais, c'est non, mais la partie création, réflexion, j'adore. Ok. C'est pour ça, des fois, je note des trucs qui se font pas, mais parce que ça m'arrive aussi de faire de penser à des installations assez balèzes, où je me dis, bon, c'est pas pour tout de suite, peut-être que ça viendra un jour, mais ouais, il y a la part de réflexion, de création dans l'imaginaire, dans mon imaginaire, que j'aime beaucoup quand ça tourne. Ok. Ouais. Ce que t'aimes le moins? Bah, la partie administrative. Non, ce que j'aime le moins, c'est compliqué, hein, parce que c'est déjà un beau métier ce qu'on fait, donc ce sera un peu cracher dans la soupe de trouver des choses qui sont chiantes à faire, même si y en a, hein, à force. Ouais, j'ai un côté, comment dire, faire de la prospection, envoyer des mails. Ouais, l'aspect commercial. Ouais. On est tous un peu obligés de le faire. Mais on ne sait jamais s'il va y avoir un retour ou pas. Bon, après, en tant que graphiste, avant, c'est ce que je faisais. Donc, en plus, j'ai toujours été freelance. J'ai jamais été en CDI, en CDD, j'ai toujours été free. J'ai jamais fait partie d'une boîte ni quoi que ce soit. Donc, tout ce qui est justement prospection, envoyer des mails, toujours fait, quoi. des CV, des machins, non, j'ai toujours fait. Okay. Et même, ça, toujours... même dans le métier, justement, dans le domaine artistique, il y a un peu cette partie-là qui... Bah, faut le faire quand même. C'est une casquette importante, hein, mine de rien. Ouais. Donc, je cherche peut-être des gens pour le faire pour moi. À voir. Il y a un appel à candidature. C'est ça. Et si tu n'étais pas artiste, quel autre métier tu ferais? Waouh. Je me suis déjà posé la question en plus. Ok. Ouais. C'est pas une si mauvaise question. Non, là. non. Et c'est très difficile à répondre parce que je m'ennuie assez rapidement. Si je prends l'exemple justement de mes sessions de directeur artistique dans des agences ou quoi que ce soit, c'est impossible que je reste plus d'un mois par exemple. Même si c'est en soi quelque chose qui peut être créatif, j'ai toujours un espèce de besoin d'évasion pour revenir à mon activité que je considère principale, même si je continue à faire un peu de graphisme, tu vois. Mais non, un autre métier. Alors c'est assez drôle parce que même si j'y connais rien du tout, je me suis dit un jour, peut-être menuisier, ouais, travailler le bois. Ça c'est un truc qui m'intéresserait. Et j'ai un truc avec avec les restaurants.
Ok. la restauration. Je sais pas pourquoi. Bon, j'aime bien manger, hein, un peu comme tout le monde, mais créer, ce serait par exemple créer un concept de restaurant, tu vois. Alors, je sais pas si ce serait donc la restauration, mais ce serait d'imaginer Une expérience. une expérience Ouais. dans la restauration, je sais pas, toute une déco spéciale avec une façon de servir. Enfin, tu vois, bon, voilà, ça reste de la création quelque part, tu vois, Ouais, c'est finalement. vrai. Donc, ouais, c'est compliqué de faire quelque chose vraiment qui sort de la création. Oui, Je pourrais pas. tu resterais là-dedans. Je Ah comprends. ouais. Super, merci beaucoup en tout cas. Et est-ce que tu peux nous donner un peu tes futures actus et aussi tes réseaux pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller voir ton travail, te suivre, peut-être aller voir tes futures expos. Ouais. Voilà. Mes réseaux, tu parles de réseaux sociaux, de Ouais, internet, ouais. tout ça, ouais. Ouais. Bah, j'ai un site qui s'appelle alexparis.art. Paris avec 2 S. On précise. Parce que, en fait, mon vrai nom, c'est Paris avec un S. On prononce le S. Mais tout le monde dit Paris. Donc, moi, j'ai forcé la prononciation. prononciation. J'ai rajouté 2 S, comme ça, les gens ils peuvent pas se tromper. Okay. Voilà, j'ai un Instagram aussi, c'est pareil, alexparis.art. Et puis Facebook aussi, pareil. Et puis en termes d'actu, là je suis en préparation d'une exposition avec une association qui s'appelle l'association Posor, P-O-Z-O-R. Et eux, leur concept, en fait, c'est de faire appel à des artistes actuels et de reprendre. En fait, oui, à la base, c'est une association de collectionneurs d'affiches, d'artistes, d'art moderne, et plutôt d'art moderne. Et donc, en fait, ils font la collection des expositions qu'ont fait tous ces artistes-là. Et le concept, c'est de choisir 3 affiches de ces artistes-là et de faire une création réponse à chaque affiche avec le style de l'artiste invité. Voilà. Et tu connais déjà les dates ou là c'est encore à définir? Ce sera en octobre. Ok, super. Donc j'ai le temps. De toute façon, je mettrai tout ça en référence de l'épisode et je communiquerai un peu tes futurs projets pour que les gens puissent se déplacer ou aller voir suite à l'écoute du podcast. Ça marche. Bon. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.